Bonjour à tous, c'est l'Effervescience, l'émission du CNRS Images et de Synapse Télévision, aujourd'hui consacrée à Danielle Ozer. Danielle Ozer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en physique de l'environnement, vous êtes chercheuse dans le domaine expérimental, en charge d'observation, d'accumulation de données, mais en même temps vous mettez au point des algorithmes qui ont pour but de construire des modèles qui permettent des prévisions, notamment dans le domaine de l'atmosphère et des échanges atmosphère-océan. Le laboratoire que vous dirigez, qui s'appelle Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale, autrement dit le LATMOS, reprend une partie du centre d'études environnement terrestre et planétaire que vous dirigiez précédemment et ajouté au service d'aéronomie. Alors vos recherches concernent d'abord la télédétection de la surface de la mer par radar. Ça renseigne en particulier sur la formation et la dissipation des vagues. Alors quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est bien, mais comme les vagues, ça change plus ou moins vite, est-ce que c'est très sérieux d'avoir une prévision scientifique sur l'état des vagues, compte tenu du fait que ça va très vite, les changements ? Oui, bien sûr, les vagues, ça change très vite, puisqu'on le voit à l'œil nu, ça évolue au cours du temps, et ça évolue également dans l'espace. Dans une région du globe et un autre, ce n'est pas les mêmes systèmes de vagues. Cependant, il y a un état moyen qui peut être défini, soit un état moyen dans une région, soit un état moyen dans le temps. On sait définir et on sait modéliser l'évolution de ces vagues en fonction du temps et en fonction de l'espace. On sait caractériser les vagues par des propriétés statistiques moyennes, comme la hauteur moyenne des vagues, la direction de propagation des vagues et leur longueur d'onde. Donc c'est comme ça qu'on les caractérise de façon moyenne, bien que ce soit des processus qui sont très aléatoires. Alors l'objectif, c'est la description du réel, évidemment, mais c'est pas seulement la description du réel, non ? Oui, bien sûr. Donc, les états de mer et la météorologie marine, c'est des conditions qu'on doit connaître pour un tas d'applications utiles à la navigation, à l'industrie maritime, également aussi pour la conception des navires qui ont besoin de connaître les états de mer moyens que ces navires vont rencontrer pour les architectes des navires. Et puis, les vagues, elles se forment au large, mais elles arrivent à la côte, et donc il y a des impacts très importants sur le littoral pour la protection des ports, la protection des villes côtières ou de tout ce qui est dans le domaine côtier. Également pour, à long terme, les problèmes liés à l'érosion des côtes qui sont bien souvent dus à l'impact des vagues à la côte. Danielle Ozer, dans l'étude de l'interface océan-atmosphère, il faut évoquer les vents de surface et leur impact sur la surface de la mer, les courants marins et d'abord les courants circumpolaires. Peut-être vous pouvez nous décrire ce que sont ces courants circumpolaires ? Eh bien, ce sont les courants qui contournent le continent antarctique, et qui sont des courants très violents et qui ont un impact majeur sur les échanges entre les différents bassins océaniques, et également sur les échanges entre l'océan et l'atmosphère et donc le climat. Alors pour mieux comprendre, on va voir un extrait d'un film qui a été produit par le CNRS. Les images ont été réalisées par Luc Renat et Claude Delay, qui d'ailleurs collaborent à notre émission Effervescience. Ce sont eux qui nous filment en ce moment même. Et ils sont accompagnés de Christophe Gombert, qui est notre ingénieur du son. Et ils ont suivi une mission de chercheurs en Antarctique qui a permis évidemment d'évaluer l'évolution du climat sur les 30 dernières années. Le courant circumpolaire est 5 fois plus puissant que le Gulf Stream et 1000 fois plus que le fleuve Amazone. Il transporte 130 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Ce courant si puissant, le courant le plus puissant sur la Terre, c'est la veine de la circulation thermohaline. Et là, quelque part, on va mesurer le pouls de ce courant. Parce que bien que ce soit un courant essentiel pour le climat, on le connaît très mal, il est difficile d'accès, il est dans des régions très inhospitalières. Et en fait, l'endroit pour l'étudier, l'endroit qui a été le plus étudié dans le passé, où on retourne maintenant, c'est le passage de Drake, parce que c'est un endroit où le courant doit passer à travers ce passage, donc qui n'est que de 700 km, alors que par ailleurs, il s'étale sur 3 fois cette distance. Altimetric satellite, and so we are going to display the current meters below a satellite track. And this is the satellite track on the ground.
Les instruments de mesure sont fixés sur des lignes de mouillage qui peuvent mesurer plus de 3000 mètres de long. Elles sont déployées à intervalles réguliers juste sous la trace du satellite Jason. L'apparition des satellites altimétriques dans les années 90 rend désormais possible la mesure du niveau de la mer avec une précision exceptionnelle de 2 cm. L'objectif principal de cette campagne de mesure est de pouvoir corréler les variations du niveau de la mer dans le passage de Drake avec les variations du débit du courant circumpolaire. Chaque ligne de mouillage comprend des courantomètres pour obtenir la vitesse des courants et des capteurs pour mesurer la salinité, la température et la pression. Les lignes seront ancrées entre 3000 et 4000 mètres de profondeur. Un ensemble de bouées maintiendra chaque ligne tendue verticalement. On va passer plusieurs fois sous cette trace donc du satellite Jason. Et on va instrumenter dessous, c'est-à-dire mettre des courantomètres. Donc il est important là, de laisser les mouillages en place pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on va bien pouvoir essayer de comprendre, de valider l'altimétrie, de savoir exactement ce que mesure le satellite par rapport à ce qui se passe dans l'eau. Et de façon après, pouvoir utiliser l'altimétrie, remonter toute la série temporelle, donc on a maintenant 15 ans ou 16 ans d'altimétrie, et d'avoir donc une série temporelle de transport sur 16 ans. Donc pouvoir étudier les variabilités saisonnières du transport, les variabilités interannuelles, et donc même les variations sur 16 ans. Daniel Ozer, vous avez participé à des campagnes d'observation des mers du même type que celle-là, et notamment avec le satellite Jason et avec d'autres outils. Oui, alors mon intérêt, c'est plutôt du côté de l'interface et des interactions entre l'océan et l'atmosphère. Donc effectivement, on utilise le même type d'approche, c'est-à-dire qu'on utilise des outils, des observations qui viennent du spatial, des satellites qui ont des instruments spécifiques pour l'observation de la surface de l'océan. On utilise également de l'instrumentation scientifique qu'on met sur des navires de recherche, tels que le Polarstern que vous avez illustré ici, mais on peut utiliser d'autres aussi de la communauté nationale française, sur lequel on déploie des instruments pour l'observation des premiers mètres de l'océan sous la surface et également des premiers mètres de l'atmosphère. Et on étudie donc les échanges de chaleur, de ce qu'on appelle la quantité de mouvement, donc les échanges qui viennent du vent, également les vagues. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les vagues, on utilise les données du même satellite, le satellite Jason, également d'autres satellites d'autres pays, qui fournissent avec le même instrument une information également sur les vagues. Alors, température, pression, salinité, c'est toujours des choses absolument essentielles à mesurer. Bien sûr, c'est les paramètres d'état. Principaux. C'est ce qu'on appelle les paramètres d'état de l'atmosphère, de l'océan, ce qui concerne aussi la salinité. C'est ça qui permet de décrire l'atmosphère. C'est les variables des modèles descriptifs qui nous permettent de faire de la prévision ensuite de l'état de l'atmosphère ou de l'océan. Alors vous faites une modélisation électromagnétique de la surface de la mer à partir de données expérimentales. Ça vous permet par exemple une meilleure détection de ce qu'il en est des nappes de pétrole sur la mer. Alors quel objectif vous visez concernant ces nappes de pétrole ? Alors les nappes de pétrole, on les voit quand on est présent sur place, évidemment, mais si on veut les détecter à distance, parce que l'océan c'est très grand et donc on ne peut pas tout connaître avec des observateurs humains, il y a un moyen qui est d'utiliser l'observation spatiale. On peut utiliser les observations qui sont des images par des caméras, des appareils de photo, mais qui sont souvent handicapées par la présence de nuages entre le satellite et la surface. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des méthodes qui permettent de voir la surface par des instruments radars dont les ondes, la particularité c'est que les ondes traversent l'atmosphère même en présence de nuages. Et donc en fait ces instruments donnent une image de la surface qui est une image qui est perturbée par la présence de pétrole, par le fait que la propriété de la surface est différente quand il y a du pétrole en surface et quand il n'y en a pas. Alors, autre type de transformation du contenu de la mer, les gaz à effet de serre et la manière dont éventuellement ils vont transformer l'état réel des océans. We try to find several water masses and to trace them when they go through the Drake passage. So especially
deep water masses, which are not at the surface, so in the depth. And one possibility is to take CFC or Freon samples, which are stored in these glass ampoules, and they work like a clock. They tell us something about the age of the water. Analyse après analyse, les chercheurs tentent de comprendre la façon dont l'océan austral réagit à l'augmentation de gaz carbonique induite par l'homme dans l'atmosphère. Ce gaz à effet de serre est, on le sait, un facteur essentiel du réchauffement climatique. Il est absorbé pour près de moitié par les océans. Présent en trop grande quantité dans l'atmosphère, il devient également en excès dans les océans. Ainsi, il entraîne une acidification de l'eau qui peut devenir nocive pour de nombreux organismes. À long terme, c'est tout l'équilibre biologique qui peut être perturbé. Alors tout un chacun sait que la quantité de gaz à effet de serre, c'est très important. C'est ça qui réchauffe l'océan ? Non, mais ça ne réchauffe pas l'océan. Les gaz à effet de serre, ça réchauffe plutôt l'atmosphère. Oui. Le problème des gaz à effet de serre avec l'océan, c'est qu'il y a une partie du gaz carbonique qui se dissout dans l'océan et qui ensuite se transforme, est absorbé par les écosystèmes et se transforme éventuellement pour précipiter au fond de l'océan. Là où interviennent les interactions de cet océan-atmosphère dans ce processus, c'est que tout ce qui permet les échanges de gaz entre l'air et la mer contribue à absorber plus ou moins ces gaz à effet de serre. Et donc, le vent et les vagues contribuent à ces effets-là, évidemment. Et par exemple, le déferlement est un facteur qui contribue également à l'absorption du CO2 dans l'océan. Alors peut-être on peut dire un mot ici, là, de l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'il y a aussi ce problème de l'élévation du niveau de la mer. On croit toujours que l'élévation du niveau de la mer ne vient que de la fonte des glaciers. Mais ça ne vient pas que de la fonte des glaciers. En fait, ça vient principalement, en tout cas les recherches jusqu'à il y a peu de temps, nous disaient que l'élévation du niveau de la mer telle qu'on la connaît, qui est de 3 à 4 mm par an actuellement, provient essentiellement de ce qu'on appelle la dilatation thermique de l'océan, qui est due au réchauffement de l'océan lui-même. Ceci dit, il y a des travaux récents qui montrent maintenant qu'on a probablement sous-estimé ces dernières années l'impact de la fonte, effectivement, de la fonte de la calotte du Groenland et des glaciers continentaux. Et on est en train de revenir vers une interprétation un peu plus équilibrée entre les deux effets. Alors, vous vous intéressez aussi à la connaissance de la quantité de précipitations dans les nuages. Est-ce qu'on pourrait, avec ça, comprendre les conditions dans lesquelles, éventuellement, il y a une désertification de certaines régions, comprendre comment, en Afrique, cette désertification a des effets tout à fait dramatiques, et améliorer l'actuelle prévision météorologique sur l'ensemble des continents? Dans mon laboratoire, il y a effectivement des équipes qui sont spécialisées sur l'observation des nuages et des précipitations. Les nuages ont un effet important sur ce qu'on appelle le bilan radiatif de la Terre, puisque en partie, ils réfléchissent le rayonnement solaire, en partie, ils l'absorbent. Ils contribuent d'une certaine manière à l'augmentation ou à l'effet de serre et peuvent contribuer à l'augmentation de l'effet de serre si la couverture nuageuse évolue dans les projections du climat futur. Et donc on doit connaître de façon plus précise les propriétés des nuages, et leur répartition sur le globe et en particulier dans les zones désertiques où effectivement ils ont un impact majeur sur la quantité d'eau également disponible au sol. Donc les recherches dans ce domaine portent sur la formation des nuages, leurs propriétés microphysiques, les propriétés radiatives, c'est-à-dire leur pouvoir réfléchissant ou absorbant, et également l'impact sur la circulation atmosphérique de ces régions, notamment les régions semi-désertiques, qui est très important effectivement. Alors peut-être on va voir jusqu'il en est de la compréhension du climat et surtout des outils qu'on utilise pour comprendre l'évolution du climat à partir des nuages. Les mesures au sol sont complétées par des mesures aéroportées. L'avion est véritablement bardé de capteurs. Nous utilisons l'avion que vous voyez derrière moi
Il est équipé avec une grande gamme d'instruments pour prendre des mesures scientifiques. Nous avons des moyens de mesurer les tailles des particules, de mesurer la dispersion des aérosols, déterminer comment les particules interagissent avec l'humidité et comment les tailles des particules et les propriétés de dispersion changent avec l'humidité. Nous avons également des instruments qui mesurent le rayonnement, donc nous sommes en mesure d'observer à la fois le rayonnement solaire et terrestre. Chaque vol peut durer entre 4 et 8 heures. Suivons les chercheurs à bord de cet avion. Ils observent, en cette saison sèche, les zones de mélange des poussières d'origine minérale avec les particules de suie provenant des feux liés aux activités agricoles. Suivant leurs caractéristiques, les poussières en suspension absorbent ou diffusent les rayonnements solaires. Ce phénomène entraîne refroidissement ou réchauffement de l'air. Ces poussières qui nous semblent anodines jouent ainsi un rôle important sur la dynamique de l'atmosphère. Daniel Ozer, vous utilisez au fond dans votre laboratoire le même type d'outils que ce qu'on vient de voir dans ce film de Marcel Dalaise? Alors, on est aussi des expérimentateurs qui développons des instruments, effectivement, pour la mesure des constituants de l'atmosphère, soit les aérosols, soit les particules dans les nuages, les gouttelettes. Nous sommes plutôt spécialisés dans la conception et l'utilisation de radars et de lidars, qui sont des instruments qui utilisent pour les radars les ondes électromagnétiques, pour les lidars des lasers, et qui permettent d'obtenir des informations sur les propriétés des aérosols, en complément des observations faites par les capteurs qu'on a vus dans le film précédent, et à distance, c'est-à-dire sur toute la colonne d'air située en dessous d'un avion, par exemple, et également les propriétés des gouttelettes de nuages, le contenu en eau des nuages, le diamètre des nuages, qui sont des informations très importantes pour comprendre le bilan d'eau de ces nuages et également les propriétés radiatives de ces nuages. Et vous vous intéressez aux conditions dans lesquelles, éventuellement, ces nuages, éventuellement éclatant en pluie, ont des conséquences sur l'océan et les échanges qu'il peut y avoir entre l'atmosphère et l'océan dans ce contexte. Donc, effectivement, l'impact des précipitations sur l'océan est un sujet d'étude qui nous intéresse, qui est mal quantifié actuellement. D'une part parce qu'on sait peut actuellement quantifier de façon précise les précipitations en tout point du globe. On sait le faire de façon assez précise sur les continents avec des pluviomètres ou avec des radars continentaux. Sur la mer, on a peu d'informations. Les océans couvrent quand même 70% du globe et on a assez peu de moyens de quantifier de façon précise les précipitations. Or, elles jouent un rôle important pour la quantité d'eau qui arrive dans l'océan et aussi du fait que c'est de l'eau qui est non salée et donc qui va créer des poches d'eau non salée au milieu d'eau salée, changer la densité en surface au moins de l'eau de mer et donc qui peut avoir un impact potentiellement sur la circulation des courants océaniques par le changement de densité en surface. Alors évidemment, l'interface n'est pas la même quand on est à proximité de la Terre. Alors, à proximité des côtes vient s'ajouter à cela l'interface avec les continents eux-mêmes qui vont échanger avec l'océan de l'eau par l'apport des rivières, qui peuvent échanger des particules également. Le rôle des particules apportées par l'atmosphère à l'océan est également un sujet qui est en développement parce qu'on quantifie pour l'instant encore mal ce qui est transporté par la circulation atmosphérique à la surface des océans et qui peut avoir un rôle important sur la biologie, les processus biologiques en surface dans les premiers mètres de l'océan également. Alors votre grand projet actuel, dans la prochaine période, c'est une coopération bilatérale avec les Chinois qui implique notamment le CNES, l'IFREMER, mais aussi Météo France et bien d'autres institutions. Alors c'est CEFOSAT, c'est une mission qui est destinée à mesurer vent et vagues, ayant pour objectif une meilleure prévision océanique de surface. Alors pourquoi vous avez été chercher les Chinois et pourquoi cette collaboration avec les Chinois d'abord ? Alors, une collaboration avec les Chinois parce qu'il y avait un contexte qui s'y prêtait. La France a de multiples collaborations pour les missions spatiales. Elle fait peu de missions toute seule. La plupart sont en collaboration, soit au niveau européen, dans des grands projets européens, soit au niveau bilatéral. Il y a des coopérations entre la France et les États-Unis pour certains instruments, dont les altimètres dont on a parlé. Il y a d'autres coopérations. Et bon, il se trouve qu'il y avait eu un cadre qui s'est présenté d'une coopération
possible avec les Chinois, puisque c'est une mission spatiale, c'est une grande entreprise. Il faut trouver des partenaires pour une plateforme satellite, pour un lancement et pour des instruments. Donc en l'occurrence, la responsabilité française dans cette mission est de construire un des 2 instruments, les Chinois construisant un autre instrument et étant chargés de l'implantation sur une plateforme spatiale et du lancement. Alors en fait, les Français utilisent un instrument qui est le radar SWIM. Alors c'est vous, le radar SWIM ? Le radar SWIM, c'est une idée que j'ai proposée il y a plusieurs années, sous d'autres appellations, et qui a débouché, dont la proposition a été acceptée pour cette mission spatiale-là. Donc l'originalité du radar, c'est qu'effectivement c'est une mesure qui n'est actuellement pas disponible de façon très indirecte actuellement. Et donc on pense apporter quelque chose de nouveau par la mesure du spectre des vagues, c'est-à-dire leur répartition en longueur d'onde et en direction de propagation, ainsi qu'en énergie. Donc c'est une nouvelle information qu'on souhaite apporter pour améliorer la prévision des vagues. Alors les Chinois, qu'est-ce qu'ils apportent ? Les Chinois apportent un instrument qui est destiné à mesurer le vent de surface, qui est un autre radar, un autre type de radar. Et donc on aura une information sur le vent qui souffle à la surface de l'océan et qui, lui, va générer les vagues. On pourra combiner ces 2 observations pour mieux comprendre comment se forment et comment évoluent les vagues au cours du temps. Alors c'est facile, la coopération franco-chinoise sur le plan humain ? Sur le plan humain, il y a la langue qui peut être un obstacle. Mais je crois que vous apprenez le chinois. J'essaye de m'initier au chinois, mais je n'en suis pas à parler, à avoir une conversation. Ceci dit, les Chinois se mettent de plus en plus à l'anglais aussi, et donc la langue internationale est devenue la langue anglaise, est devenue la langue internationale de coopération scientifique. Sur le plan humain, on essaye à apprendre à travailler ensemble, parce qu'effectivement les méthodes de travail sont au départ assez différentes. Il faut qu'on trouve des méthodes de travail qui nous permettent de converger sur la méthodologie. Est-ce que vous pouvez me dire si en fait on est à égalité France et Chine du point de vue de l'information justement sur ces échanges entre l'atmosphère et la mer, etc. Et si au fond c'est le même type de recherche qu'ils mêlent et qu'au fond c'est très naturellement que c'est organisé la coopération ? Il me semble qu'ils ont pris conscience depuis quelques années maintenant du besoin absolu de développer des études dans le domaine de l'environnement au sens large, et qui inclut l'étude de l'atmosphère, de l'océan et de la physique et de la chimie de ces milieux. Et ils ont d'autre part une très forte volonté pour développer les techniques qui sont utilisées sur les satellites et lancer des missions spatiales. Et ils ont des projets tout seuls, sans collaboration, et ils y arrivent très bien. Donc je pense que oui, il y a de moins en moins de différence entre les deux mondes. Alors, je voudrais terminer cette émission avec le rôle de Gérard Mégy, puisque Gérard Mégy a joué un rôle dans la construction de ce grand institut qui est aujourd'hui l'IPSL, dont vous êtes. Je voudrais savoir quel rôle il a joué un peu dans cette constitution de ces laboratoires. Gérard Mégy est à l'origine de l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est lui qui a proposé de fédérer un certain nombre de laboratoires de recherche de la région parisienne, travaillant tous dans le domaine de l'environnement au sens large, avec des spécialités complémentaires, certains étant plus spécialisés sur l'étude du climat, d'autres plus spécialisés sur l'étude des processus de physique et chimique dans l'atmosphère, dans l'océan, d'autres plus spécialisés sur les processus continentaux, l'hydrologie de surface. Et donc il a proposé de faire une fédération de ces laboratoires pour qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on travaille ensemble et qu'on développe des outils communs. Et je pense que là, on en est à plusieurs années de fonctionnement de cet IPSL qui a été ensuite repris, la direction a été reprise par Jean Jouzel et maintenant Hervé Le Treut, et qui montre que c'est une structure qui fonctionne bien, qu'il y a des outils qui sont maintenant connus de la communauté tout entière, par exemple le modèle de climat, qui est constitué de briques qui viennent de différents laboratoires. Et on a aussi maintenant une activité qui se développe dans le domaine de l'instrumentation et de l'observation spatiale, où l'ensemble de ces laboratoires a pour volonté de développer des actions communes pour des propositions et de l'innovation en matière d'observation instrumentale pour le spatial en particulier. Vous avez une idée, après la mission chinoise, de ce que va être votre centre d'activité ? Il y a d'autres perspectives que vous avez qui pourraient vous faire progresser encore dans la connaissance des vagues, dans la connaissance des vents et dans la connaissance des nuages ?
Oui, alors, d'abord, je vais être occupée quelques années avec cette mission. Il faut savoir qu'une mission spatiale, c'est quelque chose qui a une durée de vie entre le début de la conception et la fin de l'exploitation de 10 à 15 ans, ou voire plus. Une mission spatiale, elle est lancée en principe pour 3 ans, et en général, elle dure 5 ans, 8 ans, 10 ans dans l'espace. Donc, il y a de quoi s'occuper pour de nombreuses années. Il faut vous lancer la mission de votre successeur. Oui, bien sûr. Il y a d'autres domaines qui nécessitent effectivement de nouvelles missions spatiales. Il y a tout ce qui concerne le cycle de l'eau, la connaissance de la vapeur d'eau, des nuages, des précipitations, la salinité de surface de l'océan, dont on a peu parlé avec une première mission qui va être lancée, qui s'appelle SMOS, et qui aura sûrement besoin de missions qui prendront la succession dans le futur pour mieux mesurer cette quantité qu'on ne sait pas actuellement mesurer depuis l'espace. Et puis il y a tout ce qui concerne les échanges avec les zones polaires qui sont très importants, et là il y a des champs à ouvrir sur les échanges océan-atmosphère en zone partiellement couverte de glace. Daniel Hauser, globalement, est-ce que vous avez des inquiétudes compte tenu du réchauffement climatique? Qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes spécialisé sur ces échanges entre l'océan et l'atmosphère? Est-ce que la situation est inquiétante là aussi? C'est vrai qu'un problème majeur qui a été mis en évidence, c'est la montée du niveau des mers, et qu'au rythme de 3 à 4 mm par an, ça va avoir des impacts très importants au niveau de certaines côtes très habitées. Donc c'est des questions sur lesquelles il faut continuer à faire de l'observation systématique, soit des observations systématiques en des lieux qui sont définis comme des services d'observation pérennes, et c'est très important de continuer à observer sur plusieurs dizaines d'années des quantités, des paramètres de l'océan et de l'atmosphère pour bien quantifier ces évolutions. Mais l'évolution inquiétante que vous décrivez, elle est inéluctable, non ? Il y a une partie qui est inéluctable du fait que l'augmentation des gaz à effet de serre est déjà présente, et donc le changement climatique, le climat, c'est une machine qu'on ne peut pas arrêter brutalement. Il a un temps de réponse, et donc de toute façon, il y a une partie qu'on devra prendre en compte, que les politiques devront prendre en compte. Bon, ça dépasse le domaine du chercheur, mais effectivement, on est sensibilisé à cette question-là. Donc il y a des questions d'adaptation, mais pour s'adapter, il faut aussi bien comprendre et bien quantifier. Merci Daniel Hauser. Il n'y a pas de quoi.